Salut à tous, c'est vendredi soir, c'est Backcheck. 6 matchs au programme ce soir. On a eu du spectacle, on a eu des rencontres serrées sur toutes les patinoires. On a 2 invités qui se sont régalés. On va revenir sur ces rencontres en compagnie du champion de la nouvelle expression, Freddy Babillier, en compagnie également de Fabien Guignard. Freddy, toi, alors, bon, à part ta nouvelle expression, sinon, qu'est-ce qui va te rester de cette soirée? Ce qui va me rester, c'est la lutte autour de la 8e place avec Fribourg-Gotteron qui se bat avec Berne qui est juste derrière. Fribourg se devait de confirmer ce soir sa victoire de mardi face à Vienne. Ça a été difficile. Est-ce qu'on peut dire que Fribourg a été roulé dans l'huile? Non, c'était quoi l'expression? C'est une expression qu'on pourrait utiliser, effectivement. Ouais. Fabien. Moi, c'est une autre lutte, mais la lutte pour la 2e place. Zug, gros match chez eux à la maison contre Davos, qui espère vivement pouvoir accéder à la 2e place avant la pause de Noël. Loin de la moyenne qui est en train de rattraper Davos, peut-être, mais il y a encore un directeur sportif qui descend derrière le banc. Choc psychologique, victoire facile de Lugano face à Vienne ce soir. Ça va être très difficile de le déplacer maintenant, Matt Domenichelli. Mais ce n'est pas l'image du jour. L'image du jour, c'est la folle remontée finalement de Genève Servette dans le scénario d'un match complètement fou, un doublé d'un certain Winnick qui permet à Genève de gagner 4 derbys lémaniques sur 4 cette série. Oui, il y avait un derby lémanique ce soir, mais ce n'était pas le seul. Il y avait d'autres derbys, tout à la joie de Stéphane qui adore les derbys. Et Stéphane, on va commencer, et ainsi que par vous, quel messieurs, derby? bien sûr, par le derby bernois entre Langnau et Berne. Et on le sait, Stéphane. C'est jamais facile d'aller gagner à l'île-Fils. Et ils l'ont fait, pourtant, les joueurs du CP Berne, dans un match qui a été terriblement fermé. Ça a été un duel de gardiens distance entre Karonen et Pounenovs. 0-0 après 40 minutes de jeu. Il a fallu attendre. Regardez, il reste 10 minutes à jouer, un peu plus. Et c'est Maxwell Kaitefil qui va marquer le 1-0 assist de Pessonen, Freddy, de powerplay de Langnau, qui espérait à ce moment-là, évidemment, pouvoir faire la différence. Ouais, un joli jeu à 5 contre 4. Langnau qui arrive à ouvrir le score. On a vu Pessonen bien montrer là où il voulait recevoir la passe de son coéquipier. Il n'a pas eu de réussite sur son mouvement. Et puis c'est Maxwell qui a très bien suivi pour l'ouverture du score. Qui va se charger de l'égalisation, me direz-vous, du côté du CP Berne? Eh bien non, pas Arcobello, mais bien Kalle Anderson. On est à 4 contre 4. Récupération de puck, Fabien. Et puis Kalle Anderson, il a quand même un sacré shoot. On l'avait déjà vu à l'action. Mais on voit qu'il protège bien son puck, il masse son shoot, il attend le dernier moment. Puis je pense que le gardien, il attend. Je pense qu'il l'attendait même un petit peu plus tôt. À la Damien Brunner, il attend, puis tout à coup, ça part. Et quand ça part à cette distance-là, ça part vite. Ouais, effectivement, mauvaise sortie de zone du défenseur qui a voulu donner un puck du revers. Je ne sais pas si ça a dévié sur l'arbitre ou ça a touché une canne au passage. En tout cas, Anderson a été très actif pour sauter dans le jeu et puis profiter de sa chance de marquer. Cruel pour Langnau, surtout qu'on va aller en prolongation, que Langnau va bénéficier d'une supériorité numérique et ils vont évoluer à 4 contre 3. Grosse possibilité, sauver quasiment sur la ligne des buts de Karunen et finalement se mettre tir. Je ne sais pas, en tout cas, Pounenovs qui le laisse échapper, c'est Moser qui signe le 2-1. Arrêtable, messieurs, ce tir de Moser ou pas? Bien sûr qu'il est arrêtable. Un tir de loin, c'est toujours arrêtable, mais on ne voit pas avec l'angle de la caméra à quel point Ruffenhardt a gêné la vision de Pounenovs sur ce lancer. On voit ici qu'il y a un peu de trafic devant lui, mais néanmoins, il a une grosse part de responsabilité sur ce but. À noter juste le côté positif de la chose, il y a un assist sur le gardien qui traverse depuis son but une passe jusqu'à la 2e ligne bleue. Donc le gardien de Berne a relancé vraiment l'attaque à 2e ligne bleue, donc on est en prolongation, très réactif. Karunen qui a fait un excellent match en ça. Il y a un but encaissé en 37 tirs, ça fait du 97,3. Depuis qu'il est là, ça a changé les choses. Wow. 5e victoire consécutive pour le CP Berne. Non, c'est plus l'équipe moribonde.
Enfin, je ne sais pas. Hein, on mais, s'y attendait un peu quand même. On s'y attendait à une réaction du côté de Berne. Elle est là, elle est bien présente, elle est dans la régularité. Bien a dû quand même réajuster son début de saison avec les départs de Giannoni, de Haas. Chervek n'était pas là en début de saison, donc il a fallu faire quelques ajustements. Praplan n'a pas été peut-être en début de saison aussi performant que tout le monde l'attendait. Ouais. Puis petit à petit, maintenant, avec ces ajustements, Berne n'a pas dit dans son dernier mot dans ce championnat. Ce soir, il y a un truc très inhabituel. Les deux joueurs les plus utilisés, c'est deux joueurs d'avant. Maxwell a joué 26 minutes 08. On a joué des prolongations, on a joué peut-être 63 minutes. Et puis Arcobello, 25-17. Les joueurs d'avant. Puis Arcobello, 6 tirs au but, comme à son habitude, mais a été très mauvais aux engagements ce soir. Il a gagné 4 engagements sur 23. Et ça, c'est très, très rare. Large domination au niveau des engagements de la part de Langnau ce soir. Et Arcobello, 4 en 23. Ouais, c'est assez rare de le souligner. Mais quand on voit une équipe comme Berne qui change juste une pièce de leur échiquier au but, et puis à quel point ça dynamise une équipe, on voit que à ce niveau-là, chaque petit détail peut faire une différence. Et là, elle est plus que petite, elle est juste flagrante. Parce qu'on donne 37 tirs ce soir, hein, donc on n'a pas été extraordinaire en défense du côté de Berne. L'autre arrête les pucks et puis on gagne en prolongation. On va arracher. Berne roule comme de l'huile. Exactement. On va continuer de rouler dans l'huile cette émission. Messieurs, en parlant du choc au sommet virtuel, hein, parce que Zurich bien sûr jouait, mais en cas de défaite, c'était quasiment les deux équipes leaders, à savoir Zug, Davos. Et vous le savez, cette période de Noël donne l'occasion à certains coachs de se mettre en avant au niveau des tenues vestimentaires qui ferait pâlir d'envie un certain Stéphane Rochette, car je sais que tu apprécies particulièrement ce style. Oui, je vais sortir la mienne d'ailleurs. Hein. Tu n'es pas forcément obligé. En tout cas, tu pourras attendre le 23 décembre. Oui. Pourquoi? Tu prévois une spéciale? Oui, non. Reste avec des paillettes et des... Exactement. Non, je l'aime bien. Un grand classique. Rouge. Je l'aime beaucoup. Un petit peu de vert. J'aime beaucoup. Mais c'est celui-là, franchement, il était magnifique. Et rassurez-vous, la minute mode n'est pas encore terminée parce qu'on aura encore une séquence sur une autre patinoire à vous montrer. Plus sérieusement, ça a été quand même un match très intéressant à suivre avec une équipe zougoise qui est rentrée, on va dire, à 100 à l'heure dans cette partie. Pourtant, c'est Davos qui va ouvrir le score en bénéficiant de passablement de supériorité numérique. 6e but d'Herzog cette saison. Un Davos coutumier du fait, finalement, Fabien, de se faire dominer, mais qui parvient, c'était déjà le cas mardi soir contre Genève, à finalement mener après un tiers. Oui, je pense que maintenant, c'est une équipe en reconstruction, hein, il ne faut pas l'oublier. Ils ont, je pense, beaucoup travaillé plutôt sur leur défensive pour stabiliser un petit peu le jeu. Et puis qui sont capables d'accepter la supériorité de l'adversaire, puis jouer un petit peu plus sur des contres. Malheureusement, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure sur la longueur du match, ça allait un petit peu trop vite pour eux. Alors on ne sait pas si c'est l'effet thé de Noël lors de la première pause qui a permis aux Zougois de revenir tels des taureaux en deuxième période. Mais Freddy, il y a eu un rouleau compresseur en 26 petites secondes. Zedner et Lindberg vont finalement totalement redonner l'avantage à leur équipe. Ouais, on a vu un premier tiers-temps où Zug a entamé le match avec de bonnes intentions. Davos a bien géré la chose, mais la deuxième période, Zug est venu encore plus fort. Et puis petit à petit, Davos a commencé à céder du terrain. On le voit ici, les 5 défenseurs, les 5 joueurs sont très près de leur gardien. C'est aussi un signe un peu de fébrilité défensive. Et puis Zug qui arrive à trouver la faille. Ouais, Marchini au service pour Lindberg, superbe but. Steph, quand on voit jouer cette équipe zougoise comme ça, on a le sentiment de retrouver le grand Zoug presque de la saison passée. Je sais pas quoi. Ils ont une puissance à l'attaque. Rien ne peut les arrêter. En fait. Ils ont une puissance à l'attaque qui peut décoiffer effectivement. Une application des défenseurs, on en parlait encore une fois, passe défenseur-défenseur, tir sur réception. Et Lindberg encore. C'est Lindberg qui était là-dessus. Mais ils sont puissants à l'attaque et quand la machine est bien huilée, parce que c'est le terme de la soirée, je peux vous dire qu'ils sont drôlement difficiles à contenir pour l'équipe adverse. En deuxième période, tu en parlais, Davos était côté opposé à son propre banc, a été acculé dans sa zone, ne pouvait pas changer des longues présences, entraîné pas mal. Et je pense que Zug a bien joué cette carte-là, a mis vraiment beaucoup de pression sur Davos pour les étouffer en deuxième période. Très intéressant, en effet, de voir ce que ça va donner, notamment demain aussi pour Zug. Mais avant cela, messieurs, c'est pas terminé la rencontre. On a une charge à montrer à Stéphane. On est en troisième période, charge de Jung sur Langenberger.
Et puis on aimerait avoir justement ton avis là-dessus. Ben, pour moi, honnêtement, je pense que c'est une charge qui est correcte. Le joueur est très, très bas. Sa tête est à la hauteur du rebord de la bande. Et le joueur en défense lui coupe la route. Il n'y a pas d'extension du corps. Les deux pieds sont sur la glace. Regardez. Pour moi, c'est ce que j'appelle un full body contact. Oui, à la fin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, on finit toujours le coude en avant parce que quand vous donnez une mise en échec, forcément, il y a le contact, puis ensuite, vous le repoussez. Je peux vous dire que j'en ai vu des centaines et des centaines des vidéos de mise en échec analysées alors que j'étais arbitre. Et puis, à chaque fois, si vous coupez l'image à la fin, il y a le coude en haut parce que vous repoussez l'adversaire. Et là, pour moi, au moment du contact, je l'ai là, on peut peut-être la regarder, mais pour moi, il le chope ici entre l'épaule et la tête. Et puis, le joueur est en bas. On peut la regarder? On peut la regarder. Vous allez voir cet angle ici. Ça, vous allez voir, ça, c'est ce que l'arbitre, Michael Cherig, est là dans votre écran. C'est ce qu'il voit, lui. Non, c'est pas Cherig qui est là, pardon. Mais regardez ici, c'est l'angle de l'arbitre. On va y aller gentiment. On va revenir en arrière ici. Regardez, regardez ses patins. Le jaune, là, il ne fait pas l'extension du corps. Il est bien dans ses ancrages. Regardez. Et là, il va basculer un peu parce que l'autre est en bas. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de pénalité. Il n'y a pas eu de pénalité. On va la regarder de l'autre angle. Regardez bien. Là, il y a le joueur qui va passer devant juste au mauvais moment. Mais regardez ici. Regardez, là, techniquement, pour le joueur de Davos, c'est impeccable. Et là, regardez ici. Moi, je ne vois pas de contact contre la tête. Je ne sais pas si vous en voyez un. Regardez, il le chope, comme je vous dis, entre l'épaule et le cou, pour moi. Le joueur est bien en bas, déjà. Il n'y a pas d'extension, pas de coude. Il y a pas le contact primaire n'est pas du tout contre la tête. C'est très, très difficile. Écoutez, quand je vous dis on rigole beaucoup avec ma zone grise, là, mais on est en plein dedans. Et puis, là, vous avez vu l'angle de l'arbitre à la hauteur de la glace. C'est très difficile de donner une pénalité sur l'angle qu'on a. Puis même ça, c'est l'angle du R2 de l'arbitre qui était dans zone de défense. Moi, je pense que les arbitres, c'était juste. Votre avis? Freddy, je me lance. Moi, je ne donne pas de pénalité là-dessus non plus. C'est deux joueurs qui vont dans la même direction. C'est un jeu 1 contre 1. Le défenseur amène son joueur à la bande, il termine sa mise en échec. Après, c'est spectaculaire parce que oui, il tape la tête contre la bande et peut-être même au sol. C'est ce qui fait qu'il reste un peu groggy. Mais pour moi, la charge, elle est tout à fait correcte. Fabien? Les deux anciens défenseurs. Ouais. Pour moi, c'est une charge parfaite, qui est très dure, certes, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit. Les gars sont forts, hein, il s'est bien fait secouer. Mais on voit que sa tête, au moment de l'impact, elle est juste en dessus du haut de la bande. C'est-à-dire, on va parler de quoi, 1m40 À peu près, oui. Donc, quand tu viens frapper à 1m40, imagine qu'il y a encore les patins. Donc, tout le monde est bas. Plus bas que ça, tu peux pas aller. Donc, à quel moment tu peux toucher un gars qui est en avant à 1m40 de hauteur? Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucune pénalité là-dessus. Messieurs, vous êtes d'accord sur ce plateau, pas de pénalité sur cette charge. Si des buts, il y en a encore rue, puisque finalement Zug va assurer son succès avec Klingberg, le 4-1, 56e minute de jeu dans la cage vide. Hop là! Il doit être pas mal à la pétanque pour faire les carreaux, hein, quand même, Freddy. Ouais, c'est un bon jet. Il a bien plombé son puck, non pas sa boule de pétanque, mais un jeu... Il a plombé, c'est risqué, c'est risqué depuis sa zone, oui, mais Davos était à 6 contre 4, ça justifiait la prise de risque. Volven a eu tort finalement, mais il a au moins tenté quelque chose. Oui, on continue évidemment de tenter. Corvi, c'est plus anecdotique qu'autre chose, réduira la marque 4-2, score final. Zug qui s'impose dans ce choc au sommet, 3e défaite quand même de suite pour Davos. Il marque le pas un peu, la loi de la moyenne qui les rattrape un petit peu. Mais la série de défaites ou les moments un peu plus difficiles que vivent Davos arrivent au même moment où il y a le retour de Nygren en défense. Nygren avait été blessé presque 2 mois, 2 mois et demi, grosse blessure au genou. On a engagé un gars, Rantakari, un défenseur, qui a 1 point par match. Il est toujours avec l'équipe. Il a été mis de côté. On alterne entre les deux. Et depuis que Nygren est revenu au jeu, c'est beaucoup plus compliqué pour Davos. Hasard ou pas, c'est un raccourci qui est facile. Mais Rantakari fait du très, très, très bon travail, défensivement, offensivement, sur le power play. Et là, on ramène Nygren, qui est un joueur avec un sens du jeu limité, qui a un très bon tir sur le power play, et qui, semble-t-il, selon mes infos, est un gars très compliqué à gérer dans le vestiaire. Un petit caractère, tu es en train de nous dire. Un gros caractère. Il serait un des artisans du départ d'Arnaud Delcourteau. Il aurait tricoté ça dans le vestiaire. En tout cas, il n'aurait pas aidé Arnaud Delcourteau dans son travail l'année passée.
Voilà, l'info. Ça, c'est l'info people du soir. Info people. Non, mais ça fait plusieurs fois et de plusieurs sources, j'ai entendu que Nygren est un joueur pas facile à gérer. Mais j'ai eu un entraîneur qui disait on ne gagne pas les championnats qu'avec des bons types ou des moutons dans la bergerie. Il faut quelques loups. Et voilà. Mais toujours est-il que chaque équipe, qu'elle soit en haut ou en bas du classement, a son petit coup de mou dans la saison. Tout le monde a été extrêmement surpris du bon départ de Davos, avec un nouvel entraîneur, avec une équipe quand même jeune, sans énormément d'expérience. Donc s'ils ont leur petit moment de mou maintenant, tant mieux pour eux parce que c'est le bon moment. Ça devait arriver. Ouais, mais c'est mieux vaut ça maintenant que fin janvier, début février. Ils ont bien engrangé, ils ont joué les écureuils au bon moment, Davos. Allez, une réaction du côté de Zug, évidemment, à la suite de ce succès face à Davos. Écoutons tout de suite la réaction de Johan Morand. Johan Morand, vous avez donné un immense coup d'accélérateur dès le début de la deuxième période. C'était quoi le discours du coach à la première pause? C'était surtout de se reprendre un petit peu. Je pense qu'on est très bien parti au début du match déjà. Et que le but en pénalité nous a un petit peu remis sur les talons. Ensuite, le discours, ça a été de recommencer comme au début du match, de redonner l'énergie qu'on avait. Je pense que ça fait 2 matchs là qu'on a enfin trouvé un petit peu de constance et de stabilité, surtout dans notre jeu défensif. Donc le discours du coach était vraiment basé là-dessus. C'est quand même votre 8e victoire en 11 matchs de championnat. Est-ce que maintenant Zug a trouvé son rythme de croisière? Ça, je ne sais pas. On a eu plusieurs périodes d'inconstance cette année déjà, donc je ne sais pas si... Il est trop tôt pour se rassurer, mais je pense que là, on est en train gentiment effectivement, de trouver un rythme, de trouver surtout ce que j'ai dit avant, la stabilité défensive qui nous a manqué un peu au début de l'année. Et si on arrive à être solide défensivement, je pense qu'on a suffisamment de talent après pour créer des chances et gagner les matchs. Merci beaucoup, Johan. Voilà, ça rigole du côté de Zug après ce succès face à Davos. On va passer à Lugano. C'était bien sûr l'attraction de la soirée. Exit Kapanen, l'information de la semaine. Place à qui? À Nat Domenichelli. En effet, on fait confiance au directeur sportif. Non, là, on est short au niveau du timing, c'est sûr. Oui. Quoi qu'il en soit, il va falloir reconquérir le cœur des supporters luganais. Et vous le voyez à la courbe à nord, on fait la grève. On a même mis une banderole pas vraiment sympathique. Mais on a décidé, après le 2-0, de revenir. À 2-0, c'est sympa. À 2-0, vous êtes tout pardonné. C'est ça? Toi qui as joué à Lugano. Les fans sont durs là-bas. Ils sont très, très exigeants. On en connaît aussi d'autres en Suisse romande, mais le Tessin est pas mal pour ça. Ils sont exigeants avec les arbitres aussi, je confirme. Bon, mais avec raison. Avec raison, évidemment, avec les arbitres, c'est sûr que c'est juste. Alors, comment a se démarrer, comment a été le départ finalement pour ce HC Lugano? Après quelques petites secondes, c'est Linus Klasen qui ouvrait déjà la marque. À noter que c'est Lien Pope qui défendait la cage du côté de Bienne. C'est le début, évidemment, cauchemardesque pour Bienne, mais quoi qu'il en soit, pour Lugano, on se dit choc psychologique. Freddy, 1-0, puis 2-0 avec Le Foll qui va commencer son festival en supériorité numérique à la 9e minute de jeu, alors que, hop... Si on pouvait parler d'un mauvais but tout à l'heure, ça, c'est un mauvais but. C'est un mauvais but. Et celui-ci? Moins d'une minute de jeu. Et puis celui-ci, c'est un power play 5 contre 4. Il y a une tentative au premier poteau de Kunti, je pense. Et puis de Kunti, qu'est-ce que je raconte moi? De Klasen peut-être, ou je ne sais pas qui. Et puis Löffel qui est bien placé pour mettre ce puck au fond des filets. À 5 contre 4, 2-0 après le premier tiers. C'est plutôt bien parti pour les Luganais. Oui, mais Bienne va réagir en deuxième période, en dominant les débats, en marquant très rapidement à 2 reprises par Fuchs et par Kunsley avec Kunti. Voilà, en effet, là c'est l'assist et Kevin fait là aussi. Bonne entrée de zone, 2 contre 1. Regardez, Kunti est patient. La passe est précise sur le bon côté parce que là, cette passe-là, ça n'arrive pas au bon endroit pour Fuchs. Il ne peut pas la reprendre de voler. Le déplacement de Turkirchen. La passe n'est pas qu'à passer entre ses jambes, je pense, ou du coup, juste à l'intérieur du poteau. Belle pièce de jeu. Kunti connaît une bonne séquence. En début de saison, c'était compliqué, mais je trouve que Kunti, on le voit de plus en plus dans les highlights, c'est présent dans le jeu. Finalement, ça s'avère une bonne acquisition. Ça, c'est une belle pièce de jeu avec, regardez, Rayala, hop là pour Fuchs et Kunsley. Comme à la parade. Encore un jeu travaillé, ça c'est les jeux qui sont travaillés à l'entraînement. Des jeux standards, mais qui sont durs à défendre parce que tu ne connais pas l'option que l'équipe adverse va prendre. Il y a parfois des chocs psychologiques qui marchent mieux sur certains joueurs, à l'image d'un certain Romain Löffel
La Freddy qui va marquer le 3-2, son deuxième but de la soirée. Il est en feu. Ouais, on connaît ses qualités quand même offensives et puis ses qualités au tir. Là, c'est un tir du poignet qui semble relativement anodin, mais il est bien placé. Il y a du monde qui passe devant Pope. On peut se dire que du côté de la mitaine, Pope aurait dû arrêter se lancer, mais le tir était assez soudain. Et c'est vrai que c'est une des qualités quand même majeures de Romain Leffel. Ouais. Qualité majeure de Romain Leffel et Lugano qui mène donc 3-2 après 40 minutes de jeu. Et en troisième période, Bienne qui va égaliser par la jeune Tanner. 3 partout. Enfin, c'est un autogol, mais c'est bien Tanner qui envoie ça sur le patin du joueur luganais. C'est 3 partout à 4 contre 5. Et ça aurait dû normalement scier les jambes des Luganais. Pas qu'il est vu sur le patin du défenseur, Fabien. Écoute, le défenseur ne peut pas faire grand-chose. Il est en marche arrière, il est sur ses appuis, sur ses deux pieds. On en voit de plus en plus, des buts comme ça, notamment pour ceux qui ont l'habitude de regarder les highlights de NHL. Ouais. C'est des pucks qui passent de travers, on appelle ça est-ouest, et qui sont déviés, qui rentrent, qui sont extrêmement difficiles à défendre pour un gardien parce qu'il est sur ses appuis, il bouge de gauche à droite, il est obligé d'ouvrir les jambes. Et là, le coup du sort pour Bienne, c'est la boulette de Pope et l'égalisation, enfin plutôt Bartadja qui va marquer le 4-3. Oui, c'est une erreur, clairement une erreur du gardien. On va s'en vouloir, ça arrive même au meilleur. On voit ça en achète de temps en temps, quelques fois par année. Et là, c'est une bourde qui arrive au mauvais moment parce que ça permet à Lugano de prendre l'avantage. On parlait de Bertaggia avec Fabien en début de match. Bertaggia, c'est beaucoup d'énergie, aligné sur le premier bloc. Un joueur qui n'est pas hyper talentueux, mais qui amène beaucoup d'énergie. Et là, ça a fonctionné. Leffel dans la cage vide, le triplé, Freddy Mobilier. Ouais, le triplé pour Romain Leffel, est-ce que c'est le départ de l'entraîneur qui lui a donné des ailes ou bien un concours de circonstances? Toujours est-il qu'on parlait de son lancer, il est non seulement puissant mais il est précis, on a vu sur ce dernier but. Et c'est vrai qu'on parlait de Pope dans les buts, malgré tout on a relevé quand même que 3 des 5 buts encaissés auraient été peut-être évitables. Est-ce que c'est Lugano qui a gagné ou bien est-ce que c'est Pope qui a un petit peu plombé les actions de Bienne? On peut se poser la question. Chiesa, allez, 6-3, c'est anecdotique là, à ce niveau-là. Victoire de Lugano. Est-ce que c'est parti? Que fait-on maintenant du côté du HC Lugano, messieurs? Date de quoi ils auront le temps pour se poser la question. Ils ont encore un match demain. Ouais, puis lundi, donc je pense d'ici lundi, il n'y aura pas de changement. Ok, je vais jouer mon journaliste de bas étage. Maintenant, Lugano gagne les 3 prochains matchs. Que fait-on du côté de Lugano? On y va avec Nat Domenicali. On attend qu'ils perdent 2-3 matchs avant de... Ils ont déjà commencé à apporter du nouveau avec l'apport de Schlegel, avec un nouvel étranger qui est arrivé. Ouais, non, il ne joue pas encore Schlegel, mais ça met un peu de concurrence à Tsurkirchen. C'est 2 gardiens. On est d'accord, mais Schlegel est indésirable à Berne et McIntyre a été indésirable à Zug. Donc, on n'arrive pas quand même en disant je suis au péché de Cador. Ils étaient indésirables. Là, sur le moment présent, certes, mais c'est quand même des joueurs qui, dans leurs clubs respectifs, au préalable, ont apporté leur pierre à l'édifice dans les différents succès. Je maintiens ce que je viens de dire, Alex. T'es sûr? Et de toute façon, je pense que Nat Domenicali ne va pas forcément rester derrière le banc au-delà de lundi soir. Ils vont se mettre à la recherche de l'entraîneur. Il y a déjà des noms qui circulent, non? On a dit, les critères, c'est qu'il doit connaître le championnat, il doit connaître la réalité du hockey au Tessin, puis il doit connaître l'histoire de Lugano. Ouais. Et manger de la polenta. D'accord. Zola. Non, je rejoins Freddy. Alors autant on s'était posé la question à Fribourg, on voit qu'il y a eu le cas dernièrement à la Chaux-de-Fonds. Moi, je mettrais ma main au feu que Domenicali ne restera pas derrière le banc de Lugano. Moi, je ne pense pas non plus. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais s'il a un patron, puis le patron lui dit maintenant, comme on a fait à Fribourg, maintenant tu coaches, il va peut-être coacher, il va peut-être y prendre goût. Dubé nous avait dit en entrevue, je ne le ferai pas. Puis finalement, il a pris goût, puis il s'est dit finalement, je ne suis pas si mal comme entraîneur. Mais moi, je ne pense pas non plus. Ils n'ont pas tout à fait le même caractère non plus. Non. À voir ce que ça va donner du côté de Lugano. En tout cas, défaite pour Bienne ce soir. Là aussi, réaction à l'issue de cette défaite zélandaise. On va écouter Kevin Fay. Kevin Fay, c'était votre retour ce soir. C'est pas vraiment le retour espéré? Pas du tout. Je pense que ça fait un moment que ça tourne comme ça a tourné ce soir. Je pense que c'est aussi le moment maintenant, peut-être de moi aussi d'amener un peu quelque chose. Mais on fait les mêmes erreurs soir après soir. Et puis à un moment donné, ça suffit pas. Puis de dire on le sait ou on doit faire mieux, si quelqu'un est dans le vestiaire maintenant et ne sait pas comment on doit changer, il est à la mauvaise place. Voilà. Là, on a eu l'impression que vous aviez fait le plus dur en revenant à 2-2 au deuxième tiers-temps, puis à 3-3.
Qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas réussi à passer devant? On ne les met pas devant, et puis derrière, on laisse déjà le gardien tout seul, on laisse le joueur avec le puck tout seul. Je ne sais pas où est le problème, mais je pense qu'on est une unité avec 5 joueurs. On powerplay en plus, on prend un ce soir ou même 2, je ne sais même pas, mais c'est des choses qui ne peuvent pas arriver d'une équipe qui se prétend être quelqu'un qui veut jouer pour le titre. Coup de mou pour le HC Bienne, on peut dire ça comme ça? Ouais, coup de mou, je pense jusqu'à maintenant, mais il doit y avoir une certaine rage qui doit monter un peu. Et puis comme je dis, si on n'a pas cette rage maintenant dans le vestiaire, c'est aussi un peu à nous d'essayer de tirer certains gars. Puis à la fin, il ne faut pas pointer le doigt sur quelqu'un, on est une équipe. Et puis maintenant, je pense qu'on doit jouer les 2 matchs qui restent avec une rage pas possible et puis gagner à la maison demain. Merci bien. Avoir la réaction d'équipe demain peut-être de Bienne. Allez messieurs, on va passer maintenant au derby lémanique entre Lausanne et Genève Servette. Pour l'instant, c'est du 3-3 pour Genève. Lausanne se devait de réagir parce que Lausanne est sur une pente évidemment très négative. 4 défaites consécutives avant cette rencontre. Pas de but après 20 premières minutes de jeu et le show Joris va commencer avec sur 1-0, 21e minute de jeu. Berchi au niveau de la passe. Oui, on a remanié les lignes du côté de Peltonen. Berchi, Joris joue avec Kennins et puis Berchi. Donc ce soir, ça va un petit peu mieux quand tu joues avec des joueurs plus offensifs. Regardez, ça jouait, il marque 2 buts. Il y en avait 3 depuis le début de l'année, on en a marqué 2 ce soir. 26e, 5 contre 4. Joris une nouvelle fois, 6 de Kennins qui fait les passes, Fabien. Ouais, écoute, magnifique passe. On voit, c'est aussi déjà un jeu tout fait. Hein. C'est un shoot juste pour une déviation. C'est encore une fois des situations qui sont très dures à défendre pour les gardiens. On voit que Mayer cherche le puck au début. Et puis une fois qu'il est parti avec un angle différent du début du shoot, difficile à défendre. 2-0 pour Lausanne à ce moment-là de la rencontre. Arrive le gros. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Arrive le gros fait de match. C'est la charge de Wingels. On va la voir sur Vermin. C'est Genève qui est en situation de power play. Wingels qui va vers Vermin. La sanction tombe. 5 match pour Wingels. Alors que Lausanne mène 2-0. Ça signifie évidemment 5 minutes de pénalité contre Genève Servette. Et messieurs, on veut avoir, avant de l'analyser avec Stéphane, vos avis, Freddy. C'est une charge pour moi qui est directement à la tête. Vermin a peut-être le tort de se proposer de la sorte à Wingels. Lausanne est à 4 contre 5. Quand on est à 4 contre 5, on cherche à gagner un petit peu de temps. On n'est peut-être pas forcément bien sur ses appuis. On est un peu plus à chercher le contact avec l'adversaire puis perdre du temps. Là, Vermin s'est présenté face à Wingels, s'est offert presque sur un plateau. Mais la charge est très violente à la tête. Elle est très violente à la tête. Pour moi, ça mérite quelques matchs de suspension. Fabien. Alors, moi, je ne peux pas certifier que le contact est à la tête. J'ai un doute là-dessus. Par contre, il se propose, comme l'a dit Freddy, il se propose de face, il voit arriver le joueur. Et tout le monde le sait, ça reste un sport où il y a du contact. Quand tu vois le gars arriver face à toi, tu dois être prêt. Donc, pour moi, je pense que la pénalité de match va être très, très sévère. Stéphane, alors on a attendu un petit peu les avis divergents de nos invités. Toi, t'en penses quoi? Football des contacts, charge à la tête? C'est charge à la tête, officiellement. Hein. Moi, les arbitres ont donné charge à la tête. Ce qui me choque, c'est que personne n'a levé le bras sur la glace au moment de l'action. C'est après coup, probablement que c'est un juge de ligne qui l'a amené. Moi, je ne vois pas de charge contre la tête. Je pense que c'est un full body contact. Peut-être qu'il le chope un peu sur le menton, mais je pense que le contact, l'énergie, le contact principal n'est pas contre la tête. En tout cas, je n'en ai pas la preuve sur les images. On va l'analyser ensemble. Et je pense plutôt qu'il se fait mal en tombant. Il se tape la tête contre la bande en tombant. C'est mon avis, c'est ma théorie. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense que 5 minutes, c'est très, très sévère. La charge est assez violente, mais je vois pas vraiment quelque chose. Les patins sont sur la glace, il n'y a pas d'extension du corps vers le haut. Vermin est considéré encore comme porteur parce que le puck vient juste de partir. Ce qu'on nous dit, des gens sur place, on nous a dit qu'il y a un joueur de Genève qui s'était fait frapper solidement quelques secondes avant et puis que c'est un geste un peu revanchard. Bon, à voir, mais on va analyser ça ensemble. Pour moi,
je vois pas vraiment ce qui est de répréhensible. On va y aller sur la tablette, si vous le voulez bien. Regarde, je vais y aller image par image. C'est la seule vraie image qu'on a regardée. Là, la passe est partie. Wingers a sa canne sur la glace. Il coupe l'axe de passe. Et là, le puck vient juste de partir. Regardez. Hop, hop. Regarde, ici, je vois pas d'impact contre la tête. Je sais pas si vous en voyez un, moi, mais là, il est vraiment... On voit pas très bien sur le zoom. Regardez, je pense qu'il arrive vraiment contre le corps. À mon sens, regardez, et là, hop, je vois pas de contact vraiment contre la tête au moment... Je vois pas la tête gicler en arrière. Regardez, la tête part en même temps que le corps. C'est ce qui me fait dire que c'est un full body contact. Maintenant, est-ce qu'il chope le menton? Peut-être un peu. Il n'y a pas d'extension du corps, il n'y a pas de coude, il n'y a pas de cross-check, il n'y a pas d'élan. Voilà. Et en tombant là, regardez, hop, on voit les pieds. Vous voyez, les pieds de Vermin me font dire qu'il se tape quand même le haut du corps contre la bande. Regardez ici, regardez ses pieds. Hop! Et je pense que c'est très, très difficile. Et j'attire votre attention aussi sur l'arbitre en haut de votre écran, qui ne lève jamais le bras. Regardez en haut de votre écran, le contact arrive, l'arbitre a une ligne de vue là, sur ça c'est clair. Donc, le contact arrive, perd l'équilibre, il ne lève pas le bras, et là, Vermin reste sur la glace. À la décharge de l'arbitre, Stéphane, même s'il est dans la ligne, s'il lève les bras, il ne les voit pas parce qu'il y a son dos qui cache devant. Donc, si quelqu'un aurait dû le voir, c'est peut-être... je ne sais pas où sont placés les arbitres, parce que je ne suis pas un spécialiste. Le juge de ligne qui est à la ligne bleue, là. Mais il y a peut-être le deuxième arbitre qui aurait pu voir aussi. À voir ce que ça va donner peut-être au niveau d'une éventuelle suspension. On joue demain, donc de toute façon, ça va être assez rapide. En tout cas, si on me dit que c'est une charge contre la tête, là, il faudra me l'expliquer, parce que moi, j'en ai vu des charges contre la tête, puis ça, qu'on me dise que c'est dureté excessive, OK, mais charge contre la tête, pour moi, c'est pas de charge contre la tête. On aura le temps d'en reparler demain, peut-être, Stéphane. Quoi qu'il en soit... Très étonné qu'il y ait une sanction. Genève va tenir pendant ces 5 minutes d'infériorité numérique. Et en troisième période, Miranda va redonner espoir sur une passe, mais alors lumineuse, de Tom Ernest, Freddy Bobby. Ouais, en tout cas, cette charge aura eu ça aurait été un déclic pour Genève Servette, puisque depuis là, puis Lausanne c'est un peu endormi. Mais longue passe magnifique, la défensive lausannoise carrément aux abonnés absents. C'est une longue passe comme ça, c'est presque inadmissible. Là, on voit le 2-1, le 2-2 pardon, de Winnick. Ici, bon mouvement devant Boltzarzer. Il est étrangement seul également, Winnick. Donc les actions de Genève sont bien lancées. Miranda et le but, et puis il a fait la passe. Hein. Surtout Winnick va récupérer le puck et regardez, hop, le rebond de la bande. Un petit assist pour la bande quand même, Fabien? On n'a pas vu le début de l'action, mais c'est pratiquement le début de l'action part exactement du même endroit que le premier but. En bas à droite avec une longue passe, sauf que cette fois le Coultre, il met un long shoot dans le coin opposé avec le rebond, des nouvelles bandes qui sont un peu plus élastiques, et puis Winnick qui coupe derrière les défenseurs. C'est un but qui est préparé, c'est des situations qui sont prévues d'avance. Puis quand même assez étonnant qu'on se fasse avoir à ce jeu-là, à ce niveau-là. Le temps mort de Lausanne n'y changera rien. C'est Fulmine dans la cage vide qui va assurer la victoire de Genève Servette 4-2 dans ce 4e derby lémanique de la saison et 4 victoires pour Genève Servette. Évidemment, du côté de Lausanne, ça va mal. C'est là qu'on veut écouter une réaction. 5e défaite consécutive. Écoutons la réaction d'un certain Christophe Berchi. Christophe Berchi, il y a des défaites qui sont plus dures à encaisser que celle-ci. Vous avez terminé le match sous les sifflets du public. Comment est-ce que cette défaite, elle vous affecte? C'est super frustrant, je pense. Quand les 40 premières minutes, on joue super bien, on les domine, on crée des chances, on leur donne pas beaucoup en zone défense. On devrait en fait marquer encore plus goal que deux, mais après en troisième tiers, les dernières minutes, ils marquent un goal les 4-5 premières minutes et puis il y a tout qui se casse en deux, quoi. Aujourd'hui, le coach a tenté un challenge en sortant Yunlan. On voit que finalement, ça n'a pas modifié grand-chose au jeu. Comment dire, ça n'a pas modifié grand-chose? Finalement, les problèmes, si on compare au match contre Zoug, il n'y a pas eu une évolution majeure. Non, je pense pas. C'est qu'un joueur qui fait la différence. C'est quand même un sport d'équipe. Après, je dirais qu'on a quand même une équipe assez bonne, ou on aurait une équipe assez bonne à dominer des matchs, même sans des joueurs
importants quand ils seront blessés ou quand ils ne jouent pas, je sais pas. Mais ouais, je trouve qu'on aura une assez bonne équipe de quand même dominer des matchs comme ça. Merci. Une statistique un peu folle après 2 périodes, celle des tirs cadrés. 27-7 pour Lausanne. Mais il faut savoir que c'est quand même assez récurrent à Lausanne où ils ont la majorité du temps, ils dominent leur adversaire, ils ont beaucoup de shoots, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Voilà. Messieurs, on va passer à Fribourg. Fribourg, Zurich, et on vous parlait des tenues vestimentaires. Regardez, on a retrouvé les Bee Gees derrière le banc de Fribourg-Gotteron. Non mais on plaisante, ils sont toujours très casses du côté de Fribourg. Mais là, vous avez les 3 coachs avec la même veste. Il y a quand même un petit côté Bee Gees là-dessus. C'est bien trouvé. Bravo, Alex. Vous imaginez les 4? On est à l'opposé. Imaginez les 4. Et ça va les Beatles, vous présentez les Beatles. Moi, je ne vais pas la même veste que Stéphane. Elle est carrée à quoi, ma veste? Elle est très belle. Merci. C'est les couleurs que tu n'aimes pas. Hein? En tout cas, le leader Zurich, puisqu'il n'y aura pas de but après 20 minutes de jeu, eh bien, va faire la différence dans cette deuxième période. En supériorité numérique, tout d'abord, avec un certain Pius Souter, 15e but quand même de l'exercice pour lui. Peterson et Rowe au niveau des assists. Oui, Pius Souter qui renaît de ses cendres, il connaît une saison extraordinaire. Mais il joue avec qui? Avec Garrett Rowe, messieurs. Ça change tout. Il est pas mal au niveau des passes, en général, Garrett Rowe. Oui, puis Pius Souter avait connu des moments difficiles, même les 2 dernières années. Et cette année, il fait flèche de tout bois. Stéphane, on a une nouvelle charge à voir. On a aussi besoin d'avoir ton avis là-dessus. Bonne soirée. Desharnais, regarde bien. Regarde, ça va arriver là. Regarde Desharnais. Bam. Est-ce que c'est charge à la tête ou pas, selon toi? Il y a quelque chose, à mon avis, c'est un full body contact. Et là, il l'a senti passer. Regarde. Je ne pense pas qu'il y aura une enquête là-dessus. Peut-être une enquête interne. Une enquête interne. Oui, c'est vrai qu'ils paraissent pas très bien, les deux là-dessus. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas faire le hors-jeu, à mon avis. Puis... Voilà. C'est pas très fair-play de montrer cela. Et surtout qu'on rigole de la situation, mais le joueur est apparemment blessé. Oui, Desharnais est parvenu au jeu quand même. Ça, c'est évidemment beaucoup moins rigolo, vous l'imaginez bien. Sigrist va marquer le 2-0, 39e minute de jeu, assist de Kruger et de Dave Souter, premier assist de la saison pour lui. Et 2-0, avec quand même un joueur passablement oublié. Ouais, une défense fribourgeoise. Ozabon est complètement absent, on court un petit peu dans tous les sens. Et puis on oublie Sigrist, beau seul devant Berak, qui ne peut pas grand-chose. Berak a quand même essuyé ce soir 44 lancés. Et puis il a arrêté 41 de ses lancers à 93%. Donc il est toujours dans sa moyenne, Berak, depuis fin octobre, à 93% d'arrêt. Mais il n'arrive pas à tout faire tout seul. Mais par contre, Garrett Rowe, il arrive à tout faire tout seul, Fabien. Il n'y a pas de souci. Il récupère le puck, il accélère à la McDavid. Et puis moi, je suis absolument fan. Il ne se pose pas de questions. J'accélère un coup de frein pour changer la direction du défenseur. Je ne me pose pas de questions. Je mets le puck au but. Moi, c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est rapide, c'est précis. Pas de discussion possible. Ouais. C'est efficace. 3-0 victoire de Zurich ce soir du côté de Fribourg. Et puis dernière rencontre entre Ambry, Piotta et Rapperswil. Ça a été très serré du côté du Tessin. Il y avait 2-1 pour Ambry à la 38e minute de jeu d'Acostini qui avait redonné l'avantage. Et puis 2-2, Duner va égaliser. Il reste 5 minutes à jouer à la suite de cet engagement. Un puck qui va traîner. Un but là aussi... presque un peu gag encaissé par Manzato, un peu bizarre. Oui, un tir qui a dévié. Voilà. Beken, ouais. Voilà. Un maximum de réussite là pour Duner qui essaie de remettre au centre. C'est le patin du défenseur qui dévie ce puck par-dessus Manzato. C'était voulu, il l'avait vu. Rapperswil a quand même créé pas mal de remous, des difficultés à Ambry Piotta. Oui, parce que Tsverger va marquer à 4 contre 5 le game winning goal. Alors où il est passé ce puck? C'est la question. Toutes les jambes, je pense, non? Oui. Ambry qui est sur une bonne séquence, qui va plutôt bien. Tsverger aussi fonctionne assez bien ces temps. Pas autant que l'année dernière, mais quand même... non, mais l'année passée, là, on était 3 joueurs de Rapperswil contre 1 joueur contre Muller dans le coin. On a quand même l'impression que c'est une passe chanceuse. À aucun moment, quand on le voit, il a jeté un coup d'œil ou alors il a un instinct particulier, mais il n'a jamais... fait un centre, comme au foot. Il a mis le puck au milieu, en espérant qu'il y ait un gars qui passe par là. Puis là, il y avait un gars qui passait par là. Comme quoi, ça marche, les centres. À noter que Ferrare, il y a eu 2 pénaltys en faveur d'Ambry, 2 fois dans le même match.
2 manqués, mais 2 pénaltys quand même. Ça, c'est rare, ouais, effectivement. Et le 3-2 victoire donc d'Ambry Piotta ce soir. Maintenant, messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. Et on va commencer avec la 3e étoile, une étoile zougoise avec Oscar Lindberg qui a été excellent. Freddy Bobillier ce soir, dans presque le choc au sommet, il a su faire la différence avec son doublé. Deux fois, il a marqué le game-winning goal, il a fait un doublé, le 2-1 et le 3-1. Lindberg a été très remuant, beau patineur qui s'entend très bien avec Marchini. Et il a scoré le 3-1 sur passe d'Alatalo, donc une 3e étoile totalement méritée pour Lindberg. Daniel Winnick, petite expérience, le garçon Stéphane. Et ce soir, c'est lui qui décroche sa 2e étoile doublée. Il a renversé avec ses 2 buts la situation à Lausanne. 2 buts importants, 2 buts très, très importants. C'est un joueur qui est très utile à son équipe dans toutes les phases de jeu, sur le plan physique. Et en plus, il paraît que c'est un très bon gars dans le vestiaire. Lui. Il est bon sur et en dehors de la glace. Et la première étoile de la soirée, auteur d'un triplé, Romain Leffel pour Lugano, le choc psychologique. Fabien Guignard qui a eu lieu, Romain Leffel, un triplé pour lui ce soir. On retrouve le Romain qu'on a eu à Genève, qu'on a connu à Genève. Il a marqué énormément avec l'équipe de Suisse. Il revient là, 3 buts en un match, pardon. Et on est content parce que c'est pour ça qu'il a été engagé à Lugano. On est content que Romain puisse reproduire ce qu'il a produit à Genève. On l'attendait depuis un petit moment et puis on espère pour lui que ça continue. Ce sera peut-être le déclic. On espère. Allez messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 6 matchs au programme ce soir, avec des derbies notamment. Mais la victoire de Zoug face à Davos, vous l'avez vu. D'Ambry Piotta 3-2 face à Rapperswil. Le succès des ZSC Lions à l'extérieur, tout comme Genève Servette. Alors que Lugano s'impose face à Bienne 6-3. Et le succès de Berne dans le derby 2-1 après prolongation face à Langnau. Au niveau du classement, Zurich toujours leader, 54 points. Genève Servette, 51, la bonne opération. Avec Zoug, qui est désormais sur le podium, 50 points. 48 pour Bienne, 46 pour Bienne, pardon, 42 pour Lausanne. Attention, la barre qui se rapproche. Fribourg à 38, c'est toujours assez serré en ce qui concerne la lutte pour cette fameuse place en play-off, 42, 40, 40, 38, 38, 37 Lugano. Et même finalement, Rapperswil n'est pas si loin que ça, avec 32 points. On jouait en Swiss League un seul match au programme. Cloton est allé gagner 7-1 du côté de Winterthur. Et puis on arrive à la fin de cette émission. On va remercier nos invités. Merci beaucoup. Le roi de l'expression, Freddy Bobillier. Ça a roulé comme dans l'huile. Ça a roulé dans l'huile ce soir. C'était magnifique. Merci Fabien Guignard, Stéphane. Merci à vous. On se retrouve demain, 19h25. Bienne, Langnau, encore un derby. Ouais, des rouges et jaunes mélangés. Hein, ah oui, ça va te faire. Maillots, alors, attends, rappelle-moi. Pour les analyses, ça va pas être facile En demain. clair, on va regarder ça. On va s'entraîner, rassurez-vous. On sera tip-top parfait à partir de 19h25 demain. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.